Pour prévenir le coronavirus et éviter sa propagation, adoptons les gestes barrières que sont se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser un gel hydroalcoolique, tousser ou éternuer dans le creux du coude ou se servir d'un mouchoir à jeter, La chronique du soir, c'est bien maintenant sur nos antennes. Merci de toujours nous suivre. Nous recevons pour vous donc notre consultant politique à E-Télé, Agapit Napoléon Maforican. Nous revenons donc sur les faits marquants de l'actualité nationale. Bonsoir à vous. Bonsoir Romiad, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, le premier sujet, c'est bien l'actualité concernant le Covid-19, le Bénin, qui à la date d'hier, sinon aujourd'hui également, nous enregistrons de nouveaux cas contaminés, donc de nouveaux cas positifs. Nous sommes désormais à 64 cas positifs. Je sais que vous direz, c'était prévisible, puisque vous l'avez toujours dit. C'est plutôt normal, c'est plutôt génial, je veux dire. Ce qui était prévisible était plus alarmant. C'est plutôt génial, c'est plutôt à saluer l'effort du gouvernement, les fruits de l'effort, de la stratégie du gouvernement. C'est-à-dire quoi? Il y a un mois, au moment où démarrait le cordon sanitaire, par exemple, au moment où les mesures drastiques étaient prises, si vous me demandiez de projeter un mois après, je vous dirais 120, 150 cas. Et là encore, c'est en tenant compte des mesures qui ont été prises. Mais là, qu'est-ce qu'on constate? On constate 64 cas. Et dans les 64 cas, c'est quoi? Le ministre a dit, ils sont descendus. C'est un dépistage direct. Tout à fait. Que les 64 cas sont avérés. Ça veut dire quoi? C'est des cas qui dormaient. C'est des cas latents. Donc, la maladie n'est pas déclarée. C'est des porteurs du virus. Et donc, si le gouvernement n'avait pas, s'il n'y avait pas cette stratégie de détection directe, ou bien de prélèvement, d'analyse, de deux choses l'une. Soit les porteurs allaient l'éliminer, mais ils auraient contaminé beaucoup d'autres, qui peut-être l'auraient éliminé aussi. Ou alors, les porteurs préféraient la maladie, et d'autres préféraient encore la maladie. Et ça allait augmenter notre taux de mortalité, le nombre de morts. C'est pour vous dire quoi? Que si le gouvernement n'avait pas opté pour cette stratégie, on serait encore à un degré beaucoup moindre. Et donc la politique de gestion marche. Ça fonctionne à merveille, à mon avis. En tout cas, j'attends quelqu'un qui me dise le contraire et qui me le démontre. Mais là, quand vous regardez, en voyant un peu les tendances, en voyant les conditions dans lesquelles les décisions ont été prises, donc ce soir, ça devrait être le lundi 23 ou le mardi 24. Lundi 23 mars, où on a projeté le cordon sanitaire pour le 30. C'était au soir du décès de la première, de l'unique décès. Quand on regarde l'évolution, on peut dire que c'est génial. Mais cette politique de gestion de la pandémie, ça nous coûte quand même de l'argent, 25 milliards. C'est ça que justement, quand les gens parlent des mesures sociales, je me dis, mais est-ce qu'ils savent ce que le gouvernement déploie comme moyen? Comme ceux qui savent connaître la gestion, ceux qui connaissent les coûts. Donc, quand une seule personne dans un hôtel pour 14 jours, tout frais compris, avec un suivi sanitaire de haut niveau, c'est un coût, rien qu'une personne. Alors multiplié par je ne sais pas combien, des hôtels réquisitionnés, un certain nombre de lieux, de centres rénovés, de matériel commandé et reçu régulièrement, ça a un coût. Et c'est là qu'il faut voir la violence sociale. J'avais dit au départ que ça aurait pu faire l'objet d'un collectif budgétaire, parce qu'on peut bien se demander mais comment le gouvernement trouve l'argent pour gérer tout ça. Ça devait faire l'objet d'un collectif budgétaire, parce que c'est une réorientation carrément de la politique du gouvernement en matière de dépenses publiques. Même s'il y a des dons des partenaires étrangers, même s'il y a des appuis et des manifestations de générosité interne, tout ça ne peut pas avoisiner, c'est loin des 25 milliards. Et on n'est pas encore au bout.
Et après, maintenant, il y a des questions sérieuses. Donc, ceux qui parlent du volet social n'ont pas compris, ne savent pas que le gouvernement oriente judicieusement ses dépenses. Après, oui, il y a des personnes vulnérables sur lesquelles il faut peut-être jeter un regard, comme M. Topa là, par exemple, qui sont bloqués. Et justement, le ministre en charge des Affaires sociales pense donc d'où ce recensement-là d'un certain nombre de composantes. Voilà, donc il y a tous ces gens, des tenanciers de bar, enfin, des conducteurs de bus, bref, toutes les personnes, toutes ces fonctionnaires, tous les artisans, tous les artisans et autres qui ont été un peu, dont les activités ont été gelées du fait de la lutte contre la propagation de la pandémie. Très bien. L'appel surprise du chef de l'État, Agapit Napoléon Maforika, vous avez suivi tout comme les Béninois. Est-ce un désaveu pour le ministre en charge de la Santé? Pourquoi un désaveu? C'est une question que je vous pose. Non, il n'a pas démérité, le ministre. Bien au contraire, moi je le trouve soft sur les fronts. Et puis j'aime bien par ailleurs voir comment il cherche un masque. Hein. C'est des masques qui les caractérisent parce que, bon voilà, à chaque sortie, parfois il remplace les masques. Bon, ça c'est ce que j'aime voir en lui. Après, j'aime... Non, on peut... Enfin, soyons sérieux, soyons un peu plus sérieux. Non, désaveu, non. Pas un désaveu à mon avis. Je pense que le chef de l'État a voulu juste dire simple. Le ministre, n'oublions pas que c'est quand même un médecin. C'est quand même un médecin. Donc, il a beau se mettre, il a beau descendre diluer et son langage, mais chercher le naturel, il revient au galop. Donc, je pense qu'à un moment donné, il était dans sa matière, il expliquait scientifiquement une situation. Et donc, le chef de l'État, également tout naturel, qui a, lui, il a l'art du terrain. Et c'était même pas il ne fait pas le malade. Donc, lui, il a peut-être une manière plus simple. C'est un chef, c'est le chef de l'État, il doit parler à son peuple. Il a une manière de parler à son peuple. Le ministre Humbati ne parle pas au peuple. C'est un technicien. Il a une fonction technique. Et ensuite, après, bon, la fonction de ministre n'est pas très technique, mais le domaine technique, et on le voit sur le terrain, il s'y accommode, il joue bien son rôle. Donc, pour moi, dans ma lecture, je ne vois rien de désaveu, pas du tout, au contraire, une complémentarité, à mon avis. Après, le chef de l'État, le seul à savoir, mais à mon avis, je ne pense pas qu'il ait commis une faute. Il avait sa manière d'expliquer. Il y avait d'ailleurs sur le plateau le directeur de la communication de la présidente de la République. Donc, c'est un complément. Hein, ils se complétaient tous. Mais le langage était que, peut-être que le chef d'État a voulu descendre le vocable, le langage, le lexique au niveau de la dame. Donc des populations de ces niveaux qui ne comprennent peut-être pas un certain nombre de formules beaucoup plus techniques. Et c'est là qu'au niveau donc de l'oratoire, on peut dire adapter le discours à la cible. Peut-être que c'est ça qui a manqué un peu rapidement au ministre. Mais est-ce qu'on peut lui... Il n'est pas en campagne électorale, c'est pas un rhétoricien. Après, sa vocation, c'est de soigner des malades, c'est d'être au laboratoire, c'est de faire des diagnostics, c'est de procurer des thérapies. Donc, a priori, je ne pense pas qu'il y ait un désaveu. Est-ce que le discours du ministre en charge de la justice et de la législation est adapté à ce qui s'est passé, ou du moins à cette décision du Bénin de pouvoir retirer sa déclaration de ce protocole qui le lie donc à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples? En tout cas, beaucoup sont montés au créneau pour ne pas comprendre. Son discours est venu tardivement. À mon avis, ce discours aurait pu venir plus tôt. Je pense que la déclaration du ministre de la Justice est riche en informations. Mais avant lui, on a écouté le président Topano, plus informé, plutôt bien informé sur le sujet. Peut-être parfois, il avait l'air plus informé que le ministre de la Communication. Parce qu'il en disait suffisamment clair. Donc, en clair, je pense qu'à ce niveau, il a manqué une belle synchronisation au niveau de la gestion du contenu de l'information. Et donc, du coup, le ministre a parlé, par exemple, de sortie de protocole.
Alors, dans cette rédaction, dans cette maison, combien de fois nous n'avons pas expliqué que ce n'est pas une sortie du protocole. C'est juste que le ministre de la Justice, dans son texte, c'est clair. C'est un retrait de notre... Il faut lire le titre de la déclaration. Tout à fait. Lisez le titre de la déclaration. La déclaration, donc, la déclaration d'acceptation de la juridiction de la Cour africaine. Donc on a le Bénin, voilà. Des droits de l'homme, je crois que c'est un peu cela. Oui, la déclaration du ministre, excusez-nous, déclaration de garde des Sceaux, relative au retrait. Donc il s'agit de retrait de la déclaration d'acceptation de la juridiction de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour recevoir les requêtes individuelles et des organisations non gouvernementales. Donc, les personnes physiques. Donc le Bénin avait donné son autorisation, avait expressément accepté en 2016 que les personnes physiques et les ONG puissent avoir qualité à extérieur devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et la déclaration du gouvernement, lancée depuis mars dernier selon le texte du garde des Sceaux, tend désormais à retirer cette déclaration. Donc, c'était une déclaration express. Et maintenant, il y a le retrait de cette déclaration. Donc, nullement retrait de protocole et de protocole additionnel. Donc, il y avait tellement assez de confusion qui aurait pu être réglée. Je pense que la confusion a permis un certain nombre de prises de position très erronées ici et là. Ensuite, le texte du ministre de la Justice est suffisamment clair par rapport aux errements de cette Cour, qui ne date pas d'hier, qui ne serait limité à l'affaire Javon, qui est plutôt des errements récurrents, successifs, continus. Donc, apparemment, la Cour se perd, la Cour quitte sa piste, n'arrive pas à cerner sa mission. Et donc, quitte son champ d'application, comme le dirait. Carrément, non, mais à la déroute, semble être à la déroute. Or, sa mission est noble et la matière est tellement sensible que la toucher relève de quelque chose d'intime. Les droits de l'homme, c'est des droits collés au corps et personne n'a envie de les tirailler. Et donc c'est là que le texte est intéressant parce qu'il montre combien le Bénin a dû avaler des couleuvres parce que cette Cour n'arrive pas à bien cerner. Mais pourrait-on dire quand même que ceux qui parlent, quand je prends par exemple le professeur Joël Aïvo, est-ce que c'est des ignorants, c'est des personnes qui ne connaissent pas véritablement de quoi il s'agit, puisque Joël Aïvo estime que c'est un net recul pour le Bénin? Vous savez, il faut toujours séparer les positions de droit des positions politiques. En matière politique, chacun est libre d'apprécier. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Il a dit ce que lui pense. Mais ce qui pense aussi de notre souveraineté, qu'une commission ne peut pas, par exemple, moi personnellement, sans être au gouvernement, sans avoir tant d'informations que le garde des Sceaux, rien que nous dire de repousser nos élections, je trouve que c'est un manquement à notre souveraineté. Les élections sont un acte de souveraineté qui permet de régler la question de dévolution du pouvoir et de permettre au peuple souverain de décider de qui le dirige. Et là, il n'appartient pas à une commission de dire, africaine, donc une commission qui n'est pas, qui n'intervient pas dans le processus électoral, de dire, de s'asseoir à un processus et de s'asseoir comment, s'inédier, pour qu'elle puisse juger dans le fond. C'est une porte ouverte à tous les désordres possibles. Rien que ça, moi si je dis ça, je dis que cette décision elle est à propos et elle recadre ce type de juridiction qui s'éloigne de leur mandat. Si je le dis, je suis aussi dans mon droit. C'est-à-dire que donc, chacun est responsable de cette déclaration, de ces propos et devant l'histoire. Parce que quand vous le dites et quand demain vous changez de posture et vous ne pouvez plus le dire, ça pose un problème. Alors donc, moi, je n'ai pas ce problème particulièrement. Donc, je n'ai pas envie de juger les autres. L'avenir donnera raison. Mais les pays qui ont quitté, qui ont retiré cette déclaration qu'ils avaient donnée, je pense que ce ne sont pas des pays malades. Quand vous les regardez, ce ne sont pas des pays qui traînent au bout des droits. Ce ne sont pas des pays prédateurs. Ce ne sont pas des pays où les droits de l'homme sont bafoués du tout. Mais pas du tout alors. Donc, en donnant cette autorisation, c'est des pays qui ont envie d'être des phares. Mais quand vous donnez un pouvoir, une capacité à quelqu'un qui en abuse ou qui tend à l'utiliser contre vos intérêts, il faut retirer. Je pense que il a dit aussi, après retrait, vous pouvez revenir encore autour. À tout moment. Donc, et puis le Bénin a des intérêts. Donc, en la matière, si nos intérêts sont bafoués, c'est normal que le chef de l'État garant de nos intérêts, que le gouvernement puisse le faire. Donc, pour moi, ce qui
trouve que c'est dommage. Bon, ils n'ont qu'à rester dans leur posture. Ce que je pense que l'avenir donnera raison à chacun. Très bien. Merci Agapit Napoléon Maforican. Vous êtes expert électoral, vous êtes notre consultant politique à ETL. Merci pour ces éclairages et c'est la fin de votre émission Le Grand Soir. Toute l'équipe vous revient demain à partir de 19h.